peuple de l'autisme, cette capsule vous est dédiée. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Za, notre psy préféré, je pense, quasi. Enfin, ouais, notre psy préféré sur la plateforme, je pense qu'on peut le dire, ça correspond bien. Qui va nous parler aujourd'hui d'autisme et qui est présent dans ce chat. Bienvenue à Yel. Évidemment, Za, on va un peu discuter sur le techo, on s'entend bien, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc, du coup, plein de gens de ma communauté ont découvert ton contenu et ont pété leur crâne dessus. Donc, je pense que ça va vraiment devenir un truc qu'on va réacter assez régulièrement. Et alors là, pour le coup, pourquoi est-ce que j'ai voulu réagir sur cette vidéo-là? Parce que moi, j'étais absente un mois. Et être absente un mois de Internet égale 4 vidéos de Za parce que tu es complètement malade. Et donc, du coup, j'ai raté plein de vidéos. Mais, j'ai choisi pas n'importe quelle vidéo. J'avoue, j'ai pris la vidéo qui me concerne le plus. Voilà, assez directement. Je me suis dit que c'est sûrement sur ça que j'aurais le plus de trucs à dire. Et en même temps, j'ai un peu peur que la vidéo me pète mon propre crâne en direct. Donc bah, on va voir. La tortue est vieille. Genre très vieille. Alors, évidemment, depuis... Ça, c'est assez réel. 230... Un des reptiles les plus fascinants au passage. Genre, elle est vraiment... Enfin, la tortue, c'est vraiment un reptile pas comme les autres. millions d'années qu'elle se traîne lentement sur la terre ferme et où qu'elle se déplace majestueusement dans l'eau, elle a évolué. La diversité génétique des tortues est gigantesque, on en trouve dans l'océan, dans l'eau douce ou uniquement sur la terre. Elles se sont baladées sur les 5 continents, ont connu tous les océans et à chaque fois on les reconnaît à leur caractéristique la plus évidente, leur carapace. Véritable blindée sur pattes et gardienne éternelle d'un monde depuis longtemps disparu, ces statues vivantes à la gloire de la patience et de la résistance ont montré aux vivants leur C'est trop stylé une tortue, putain, je pète mon crâne. détermination inébranlable. Elles ont traversé les aires géologiques comme d'autres traverseraient un champ. Elles ont vu les mers s'ouvrir, les continents se rompre, les volcans noircir le ciel. Elles ont survécu aux cataclysmes, aux météores, aux glaciations et à la radiation des mammifères, à la montée des mers et des empires. Elles ont survécu à tout. Alors, allez savoir pourquoi, mais toutes ces images de sécheresse m'ont donné soif, je reviens tout de suite. En reliques imperturbables de ce que la nature peut produire de plus robuste. Ça, elle est tardive. Sauf que c'est pas vrai du tout. Et leur vie, c'est globalement de la merde. La carapace de la tortue, c'est vraiment l'atout symbolique le plus claqué de l'histoire de l'évolution. Elles galèrent, elles souffrent partout où elles sont. Et si tu les mets sur le dos, elles meurent. Elles crèvent de faim H24 au point qu'elles sont constamment sur le point de s'empoisonner avec leur S'occupent pas de leur bébé. propre foie. Et leur mécanisme de survie principal, c'est le plus nul que vous puissiez imaginer. Rester planté au milieu d'un champ pendant que les oiseaux leur lacèrent le dos. Bon, j'exagère un peu, elles crèvent surtout de faim là où il y a des humains, évidemment, et puis la plupart des oiseaux, ils leur lacèrent pas le dos. Hein. Ils les chopent, et puis ils les lâchent depuis le ciel pour les briser. Mais on parlera des oiseaux aussi un jour. Là, c'est Vraiment des connards, les oiseaux. Ah mais je sais, mais vous allez voir. Là où je veux en venir, c'est que la carapace, ça a l'air cool comme ça, mais j'insiste, c'est pourri. Un fil de pêche, un hameçon, une morsure de chat, une chute d'1 mètre, ça peut très sérieusement endommager la carapace. La couper, la briser, la faire saigner, voire la laisser s'infecter. Et oui, j'ai dit la faire saigner, parce que c'est pas un coquillage la tortue en fait. Sa carapace, elle est innervée et vascularisée. C'est-à-dire que caresser une tortue, c'est pas la même chose que caresser un escargot. Sur les écailles de ses carapaces, elle les sent, vos doigts tout gras qui puent les chips là. Oh, c'est vrai. Mais admettons qu'on ne parle que d'environnements normaux dans lesquels la tortue s'épanouirait. La carapace, elle lui permet quand même de survivre à des chocs Oui, mais c'est vrai que la carapace des tortues, elle est pas faite en os. quand même très puissants. Mais je veux dire, le crâne aussi, c'est très résistant. Alors, bon, Après, c'est que évolutivement, ça marche. Ouais, enfin bon, je te rappelle quand même que l'évolution, elle a déjà créé des poissons qui savent pas nager. Hein, donc à partir de là... beaucoup moins, c'est clair. Mais en termes de protection, le crâne, c'est quand même une sacrée prouesse de l'évolution. Je veux dire, Croco, c'est le reptile le plus cool pour moi, alors qu'il y a des dragons de Komodo. le machin mou qu'il y a là-dedans aussi, il faut pas Et pas que, tous les autres. Genre les geckos, quel banger. grand-chose pour arrêter de fonctionner normalement. Hein. Et du coup, pourquoi vous pétez pas des... C'est littéralement ses côtes. Non mais ça, c'est comme quand vous me dites que la corne d'un narvalo... Enfin, d'un narvalo, pardon. C'est comme quand vous me dites que la corne, là, d'un... Vous savez, la licorne des mers, là. C'est une dent, moi j'y crois pas. portes avec votre tête? Eh ben parce que ça fait mal. Et la tortue, elle l'a bien compris, ça. Dans la vraie vie, elle sait peut-être pas faire ses lacets, mais elle fonce pas tête baissée vers des plombiers italiens sanguinaires ou des samouraïs disco. Elle avance lentement, elle choisit ses batailles, elle économise ses collisions parce que... Narval tout court, ouais, oui. Elle sait que chaque choc laisse une trace, même si la carapace ne se casse pas forcément. Chez les humains, cette logique-là, on la perd assez vite. Certains et certaines d'entre nous ont dû apprendre à vivre dans un monde qui ne tolère pas nos manières d'être, de penser, de ressentir ou de réagir. Pour les personnes concernées par
des configurations neurologiques autistiques, un TDAH, des troubles spécifiques des fonctions exécutives ou du traitement sensoriel, Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de toute évidence parfaitement neurotypique. Peut en démontrer, par exemple, la capacité que j'ai à trier toutes les informations de ma vie à l'intérieur de Google Sheets. Exemple parfaitement au hasard, genre la comptabilité ou encore mes listes de courses, par exemple. Genre ça, par exemple, c'est un, c'est un système qui sert à... Ah non, attendez, ça, par contre, c'est les trucs de la forge. Attendez. Voilà. En fait, ça me permet de trier tous les repas que je sais faire, et puis tous les trucs que je peux acheter dans un magasin, grosso modo, et ça me permet de générer des listes de courses. Ouais, ça pue la neurotypie ici, vous vous en doutez. Ah, mauvaise aïe. Attendez, hop, 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 hop. Non plus. Non, pas ça. traumas complexes, des Aucun TDAH non plus, bien sûr. syndromes post-traumatiques développementaux et d'autres formes d'adaptation neurobiologique. Bref, pour celles et ceux dont le système nerveux fonctionne autrement, de manière atypique, le danger principal face auquel il faut se protéger ne porte pas de crocs ni de griffes. Il est un environnement social saturé d'exigences implicites, une dissonance palpable entre leur gestion des signaux sensoriels et celle des autres, et il s'appelle la norme, le groupe, le regard et l'idéal de performance. Ce danger qui fait planer au-dessus de nous la menace de la mort sociale, il nous pousse à nous ajuster. On apprend à réduire l'écart, à masquer la surcharge, à apaiser les autres, à valider leurs codes et à vivre selon ces codes-là, finalement à rendre tolérable ce qui, sans ça, serait perçu comme inadapté. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le masking. Le masking, c'est pas Alors, tout à fait une mise en scène sociale ni un rôle qu'on choisit consciemment. C'est un processus neurocognitif d'adaptation appris et intégré, souvent dès l'enfance, dans un environnement où la spontanéité a un coût. C'est ce qu'on fait quand on apprend à contenir un geste qui nous apaise, comme un balancement ou un claquement de doigts, quand on surveille son regard pour ne pas fixer trop longtemps ni détourner trop vite, quand on répète dans sa tête les phrases qu'on va dire avant de les dire, quand on emprunte la manière de parler de quelqu'un parce qu'on le trouve à l'aise, juste pour exister sans déranger les autres. C'est quand on sourit par réflexe pour rassurer même quand on a peur ou qu'on est en surcharge, quand on se force à maintenir une conversation alors qu'on ne comprend plus les signaux, qu'on fait semblant d'écouter parce qu'interrompre ce serait risquer de se faire juger. qu'on ignore les mots de tête. En fait, il y a plein d'autres trucs aussi très physiques, physiologiques, je trouve. Genre, le masking, par exemple, ça va aussi être quand il y a trop de lumière, que ça te baisse complètement ton crâne, que t'as un mal de crâne qui commence à monter, que tu n'en peux plus, mais que tu sais pas d'où ça vient, et que de toute façon, t'as ça tous les 2 jours, tu finis par globalement l'ignorer. Et parce qu'en fait, t'as pas envie non plus d'en parler aux gens autour de toi, parce que t'as pas envie qu'on te fasse chier avec ça. Puis du coup, bah, juste tu subis. Il y a plein de trucs comme ça. Alors, moi, c'est marrant parce qu'en plus de ça, je vais prendre mon cas personnel comme cas d'étude, on s'en bat les couilles. Moi, j'ai une histoire, je pense, un peu intéressante vis-à-vis du masking. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, je suis une meuf qui s'est beaucoup fait harceler au collège et au lycée. En fait, non, ça a commencé en école primaire, en fait. Ça a commencé genre en CE1 et ça s'est arrêté en terminale, hein, tout bêtement. Donc, genre, gros harcèlement scolaire. Et en fait, j'en ai évidemment beaucoup souffert. Et quand je suis arrivé, genre, vers la seconde première, je sais pas ce qui s'est passé, mais genre, j'ai eu une espèce de flash où genre, j'ai appris à masquer, mais d'un coup. C'est-à-dire que je suis en passé de la gamine qui compte les fourmis dans un coin de la récréation et qui joue avec des pet shops et qui collectionne les trucs et qui est globalement bizarre, à quelqu'un qui passe beaucoup mieux en société, qui arrive à beaucoup plus être extraverti. Et la vérité, c'est ça que je pense qui est terrible. Et là, du coup, on va regarder une vidéo sur le masking. Mais la vérité, c'est que sur le coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Même si aujourd'hui, j'en souffre énormément. Et en fait, c'est ça qui est tendu, quoi. C'est que moi, à l'époque où j'avais dû commencer à masquer, ça m'a permis de vivre tellement mieux. Genre vraiment, enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais il y a vraiment eu ce truc où genre les gens m'ont foutu tranquille. J'ai pu faire mes machins dans mon côté sans trop être jugé. Certains comportements un peu bizarres, j'arrivais à les cacher et tout. Enfin, c'était tellement pratique que ça m'a permis d'avoir une vie sociale en fait. Enfin, avant, j'avais une vie sociale, tu vois. Mais en fait, ma vie sociale, c'était 4 personnes qui acceptaient de traîner avec moi et tout le reste du lycée me harcelait, quoi, finalement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un rapport très conflictuel à mon masking. Parce que, bah, en fait, en soi, ça m'a fait vraiment du bien et ça m'a permis vraiment d'avoir la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, quand tu parles de cette période-là à mes proches qui me connaissaient à cette époque-là, ils en parlent même souvent de façon très positive. C'est-à-dire que très souvent, quand genre, je parle de cette période, en fait, de switch que j'ai eu au lycée, tous mes proches sont en mode genre, ah, ça fait tellement du bien de te voir t'épanouir, de te voir enfin être capable genre de pouvoir sortir, voir des gens, avoir une vie un peu normale et tout, tu vois. Genre en fait tout le monde était tellement heureuse de me voir comme ça que c'est vraiment devenu un truc aussi que j'ai longtemps considéré comme étant quelque chose d'assez positif et j'ai longtemps vu
ce switch dans ma personnalité comme étant un... comment dire, ouais, quelque chose de vraiment positif. Parce qu'en fait, avec ça est venue la fin du harcèlement, donc j'ai forcément associé les deux ensemble. C'est quand on rit au bon moment sans être vraiment sûr de savoir pourquoi les autres rient. C'est aussi quand on s'excuse trop, ou quand on prend sur soi, ou quand on apaise les autres pour éviter qu'ils s'éloignent. Et c'est quand on dit « c'est pas grave Aïe, », même quand c'est grave. aïe. Et justement, le masking, c'est exactement comme la carapace de la tortue. C'est une protection tellement intégrée, tellement efficace en apparence qu'on oublie qu'elle transmet la douleur. Elle amortit les coups sociaux, les malentendus, les violences ordinaires, mais elle ne les annule pas. À force d'endurer sans fissurer, on devient nous-mêmes la tortue qu'on croit invincible, alors qu'à l'intérieur, tout le système nerveux travaille en permanence à absorber le choc. Et comme en général la carapace, elle Non, moi je suis invincible, c'est sûr. se brise pas d'un coup, on voit pas les dégâts venir. Ce qu'on finit par subir, c'est la fissure interne, celle du corps Ce qu'on ne doit pas venir, c'est la fissure anale interne. qui est en tension et du cerveau qui est constamment en surchauffe pour essayer de tout anticiper, même ce qu'il y a de plus proprement physiologique dans nos attitudes. Le masking, c'est cette manière d'avoir l'air intact en se blessant lentement, mais sans s'en rendre compte forcément pour autant. La douleur psychique n'a pas de cri audible, et comme la tortue, on finit par accepter petit à petit que vivre, ça veut dire tenir. Et le plus gros problème, il est là. C'est tenir, d'accord, mais combien de temps? Ce que la carapace autorise, c'est la survie immédiate au prix Alors, d'expérience, alors sachant que j'ai commencé vraiment à masquer fort vers mes 16-17 ans, ça tient à peu près 10 ans. d'une vulnérabilité chronique, d'une réparation lente et d'un risque d'infection si personne ne s'occupe de la plaie. Excusez-moi, mais où est l'invincible Tortank? Est-ce que quelqu'un peut invoquer Tortank pour réagir à cette vidéo, s'il vous plaît? Le masking fonctionne exactement de la même façon. Il rend possible de tenir dans des environnements qui sont hostiles, mais les lésions psychiques en dessous, elles persistent. Elles ont des conséquences et elles demandent une prise en charge ultra attentive et spécialisée pour pouvoir se réparer sans laisser de séquelles durables. Parce qu'à force de masquer, on accumule une dette cognitive. Chaque sourire forcé, chaque mot répété dans la tête, chaque tension musculaire, chaque micro-ajustement coûte quelque chose. Au début, on paie sans s'en rendre compte, et puis un jour, on se rend compte que les intérêts s'accumulent. Putain, en fait, c'est les microtransactions de la psychologie. C'est genre... c'est comme quand vous jouez à un free-to-play. Tu sais, genre, tu te dis, bon, c'est 30 centimes. Genre, du coup, tu dépenses 30 centimes, tu dépenses 30 centimes, tu dépenses 30 centimes pour pouvoir continuer à jouer, tu vois. Parce que sinon, le jeu, il s'arrête. Du coup, tu continues, tu mets 30 centimes, 30 centimes, 30 centimes. Et en fait, t'as l'impression de pas dépenser de thunes puisque tu dépenses que dalle, tu vois. T'achètes juste des boosters Magic, en fait, ça va, tranquille. Et à la fin du mois, t'as payé genre 400 balles de cartes Magic. Le cerveau n'a Évidemment, ça m'est jamais arrivé. plus de réserve, le corps n'a plus de marge, et ce qu'on appelle burn-out, c'est souvent ça. Non, la vérité, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai jamais pu dépenser 500 balles de cartes Magic parce que j'ai jamais eu 500 balles à mettre dans des cartes Magic. C'est la dette qui arrive à échéance. Le burn-out post-masking, c'est pas la dépression hyper spectaculaire ou qui passe avec quelques mois de médicaments. C'est le corps qui s'éteint doucement depuis très longtemps. Le fonctionnement global qui finit par se gripper. C'est les signes du brouillard mental, mais H24. J'irai même plus loin, c'est proprement devenir teubé. J'utilise pas ce mot au pif. Je crois que c'est un peu ma vie depuis 2 ans, ça par contre, c'est un peu chiant. J'ai fait une vidéo sur le fait d'être teubé, le lien est en description. Être teubé comme on sait l'être de temps en temps, mais à un point qui fait un peu plus peur tous les jours. C'est se retrouver dans la cuisine et ne plus savoir ce qu'on y fout, bon, ça arrive, ça, hein. Tous les jours, ça commence à être chiant. Parfois, je suis retrouvé à 5 km de chez toi et puis savoir ce que tu fais là, genre. Ne plus trouver ses mots, oublier la deuxième moitié de la phrase qu'on a commencé, ne pas savoir par quelle étape commencer un truc qui est super simple, se paumer sur un chemin qu'on connaît par cœur, rater un panneau de signalisation, avoir la Oui, bon! clope ou la fourchette qui nous échappe des mains pour aucune raison, se sentir con, Et se sentir en dessous, ne plus être capable de faire ce qu'on faisait avant et finalement devoir réfléchir de façon hyper intense à des trucs qui devraient être automatiques. En tout cas, que d'habitude le cerveau il fait tout seul, enfin de façon autonome. Et justement, le système nerveux autonome dont j'ai déjà parlé, description, lien, ça va le chat? Je suis pas on fire là. tout ça. Le système nerveux autonome, quand il apprend à ne plus fonctionner que en mode hypervigilance, donc par activation du système sympathique, le corps consomme une énergie énorme. Mais C'est bien parce que dans le chat, il y a vraiment 2 catégories de personnes. Il y a vraiment les gens qui se reconnaissent dans tous ces symptômes et les gens qui s'y reconnaissent pas encore. Le encore est important. uniquement Chat d'autiste là. pour maintenir la tension, surveiller l'environnement, inhiber les réactions spontanées. Bref, la survie n'est plus un contexte très ponctuel, elle est permanente. Et dans cet état, il commence à y avoir plein de trucs qui servent plus à rien. Toutes les fonctions automatiques de planification, gestion du temps, de fonctionnement multitâche, de rationalisation, d'évaluation, de régulation de la température, de la transpiration, de la rétention des informations, de la cohésion de groupe, de l'orientation dans l'espace, d'attention, de capacité d'adaptation à l'imprévu, bref, tout ce qui avant était intuitif, ça dégage.
Le cerveau ne peut plus s'appuyer sur les circuits automatiques de l'habitude ou de la fluidité motrice, et donc les gestes les plus simples qui ne coûtaient avant aucun effort demandent maintenant une supervision constante. Vous vous retrouvez à devoir piloter manuellement un système qui est fait pour être automatique. C'est comme si pour faire un pas, vous deviez penser individuellement à comment vous allez déplacer chacun des 200 muscles dont vous avez besoin pour faire un pas. Ah oui, c'est comme si dans une bagnole, pour la faire rouler, t'avais besoin de faire marcher chaque roue une par une manuellement. Genre, tu sais, genre, tu vas à une roue, tu fais un tour, tu vas sur une autre roue, tu fais un tour, tu vas sur une autre roue, tu fais un tour, tu vas sur une autre roue, tu fais un tour, tu changes la direction, tu vas sur une roue, tu fais un tour, tu vas sur une autre roue, tu fais un tour, et ainsi de suite. En vrai, des fois, c'est presque ça. Votre machin là, qui est supposé réfléchir à des problèmes complexes, produire du langage, analyser des situations et regarder des vidéos de ça. Vous lui demandez de gérer des trucs ultra basiques, mais 200 000 en même temps. Et tout ça avec de la pensée consciente. Du coup, vous vous prenez des meubles quand vous marchez, parce que même ça c'est plus mécanique, et une fois assis, vous vous rendez compte que vous avez jeté le truc que vous étiez supposé garder, et que vous avez gardé le truc que vous étiez supposé jeter. Comme le carton de pizza. Le cortex préfrontal, celui qui est mobilisé à ce moment-là pour compenser la saturation du système nerveux autonome, son rôle, c'est de penser. Son rôle, c'est les tâches complexes. C'est le truc qui déconne chez les TDAH, ça je connais. Et c'est très bien d'être fort en tâches complexes, mais si vous engagez Philippe Je Etchebest... suis hyper fort en tâches complexes. Attendez, je vous ai montré mes différents Excel basés sur, par exemple, la comptabilité. Genre, je suis trop forte en comptabilité, regardez, genre. Les tâches complexes, je suis vraiment trop forte. Genre, waouh, les budgets et tout, trop incroyable et tout. Genre, je me débrouille trop bien. Genre, je fais des to-do list et tout. Genre, vraiment, enfin. Ouais. Je suis trop forte en tâches complexes. Hein. Je me sens pas du tout incapacité dans le reste de ma vie, bien sûr. Pour casser les œufs de votre omelette, non seulement vous aurez plus de thunes pour payer l'électricité, mais en plus vous pouvez être sûr qu'il va passer 4 heures à vous expliquer comment on casse un œuf dans un palace. Et votre poêle, elle va juste finir par prendre feu. Puis bah, comme vous avez dû vendre l'alarme à incendie, vous êtes dans la merde. Et pendant que Philippe Etchebest il casse son œuf, il tourne pas de nouveaux épisodes de Cauchemar en cuisine. Bon, ok, j'arrête. Pendant que votre J'ai rien compris à la métaphore. cortex préfrontal il réfléchit à comment on tient un stylo plus de 15 secondes, et bah il pense plus aux trucs complexes, c'est-à-dire les trucs qui font votre identité, votre contact conscient avec le réel. Et donc on se retrouve à penser au lieu de vivre, et ça crée cette impression qu'on est en dehors de soi, qu'on a perdu la spontanéité, voire parfois qu'on est devenu Mais nique-toi. une coquille vide. Mais encore une fois, la carapace de la tortue, c'est pas une coquille. Il y a forcément un machin dedans. Je sais que des fois on dirait pas. Et on aurait tendance à se dire qu'il reste en tout cas plus grand chose de ce qu'il y avait avant. Et de fait, d'un point de vue physiologique, ça fait un moment que le cortisol il a arrêté de redescendre. Donc les muscles ils restent toujours un peu contractés, même au repos. Le sommeil il arrête d'être réparateur, on est crevé tout le temps, les sens deviennent douloureux. La lumière elle vous nique les yeux, les sons deviennent tous stridents, les vêtements grattent, les foules deviennent insupportables. Ce qui reste de nous a l'air de s'être consumé lentement au point qu'on en devienne invisible. Le masking arrête de fonctionner pas parce que la carapace est cassée, mais parce que ce qui reste en dessous n'a plus la force de la soulever. Quand on entend burn-out, on a l'impression que tout a brûlé d'un coup, ou sur le cours d'une année. Et justement, le problème c'est que c'est pas ça qui se passe. La dernière fois que j'ai... Ouais, et puis surtout que moi je les enchaîne les burn-out en fait. Donc au bout d'un moment, tu vois, t'es en mode genre, j'ai pas l'impression que ça brûle à un moment précis, puisque ça brûle toutes les 3-4 semaines. Expliquer ce que je vais vous dire sur un live Twitch, tout le monde, y compris la streameuse, a pété un câble. Et c'est lié au fait On se demande sur quel chat Twitch. que, à peu près comme vous, d'après mes stats, le public concerné par ce live était en train de se rapprocher à toute vitesse du mur des 30 ans. Alors, je précise que les études qui parlent de ça disent 30 ans pour faire rond. Moi, ce que j'observe, c'est plutôt du 27-28 ans pour les mecs Mais nique ta mère. 6, et j'ai l'impression du 25-26 pour les autres. Et en même temps, en termes de précocité et de charge de pression sociale, on comprend que ce soit Est-ce que vous vous sentez représenté là, le chat? On parle de vous, hein. pour les meufs 6 ou pour les personnes trans, un peu plus de cumul de dettes, quoi, en tout cas, voilà. En réalité, on comprend assez bien aujourd'hui que ce qu'on appelle l'épuisement adaptatif lié au masking et à la surcompensation sociale, c'est pas tant une question d'âge biologique que de cumul d'années de surfonctionnement invisible. Et donc si vous êtes concerné ou que vous connaissez des personnes qui le sont, pourquoi 25-30 ans? Et qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que c'est grave? Et bah déjà, ce qui se passe, c'est que la vingtaine, c'est pas tout à fait une période anodine. Ah non, c'est là où tu es censé structurer, être censé avoir une vie normale et commencer à rentrer dans la société comme une personne active. C'est une période où on peut compenser par la nouveauté de nos cadres sociaux, notre mobilité, la force physique, et où donc on va commencer à cramer des ressources un peu plus rapidement. Le problème, c'est que c'est aussi une période de stabilisation haute des contraintes sociales. On a plus souvent un emploi stable. En pleine stabilité, hein. J'ai déjà parlé de mes 4 ans de précarité.
couple, des responsabilités qui font qu'on a moins de marge pour se replier. Et une très grosse difficulté qui s'ajoute, c'est chez les personnes qui n'ont jamais bénéficié de pistes diagnostiques ou d'aménagement. Et beaucoup de personnes ne découvrent leur neuroatypique autour de cette période-là. Allez, l'année dernière, tout simplement, hein, voilà. Alors c'était évident pour tout le monde, mais bon, pas pour moi. Justement, Ouais, j'étais vraiment en mode, ah ouais, haha, trop marrant les vannes, genre où je suis autiste. Mais c'est pas vrai, hein. cause de l'effondrement en question. Et se taper à 25 balais la révélation qu'on a supporté toute notre vie, des trucs dont on aurait pu faire l'économie avec moins de validisme intériorisé, et qu'à cause de ça, aujourd'hui, on se retrouve à payer le prix de tout ça, et en plus du coût social d'être officiellement une personne handicapée. Un autre truc aussi qui est compliqué, moi je trouve, genre pour le vivre du coup. La vérité, la vidéo ça parle de trucs que je vis, hein. Genre vraiment c'est évident depuis le début qu'on en parle, etc. et tout. Mais moi un truc que je comprends, enfin que je trouve très compliqué, c'est avec pas mal de proches à toi dans cette période-là, où en fait, genre toi t'as compris tout le validisme intériorisé, t'as compris plein de trucs, tu vois, mais c'est le moment où il faut le faire comprendre aux autres. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens, ils sont pas du tout prêts à entendre qu'ils sont validistes ou que là ils ont genre un comportement qui en fait va te faire câbler. Et ils comprennent pas en fait. Et limite, genre, là ça parle beaucoup du coup de l'acceptation que t'as toi de ton trouble. Et en vrai, et même avec un environnement autour de toi qui est même formé sur ces sujets-là, ou qui croit être formé sur ces sujets-là, ou même des gauchistes, tout ce que vous voulez. En fait, genre, ça devient compliqué parfois. En fait, c'est même encore pire chez les gauchistes. Parce que les gauchistes le prennent encore plus mal quand tu leur dis qu'ils sont validistes que les autres. Donc ça fait que tu peux encore moins facilement leur communiquer. Et du coup, déjà, toi, t'es en train d'essayer d'arrêter de t'adapter, et t'es en train d'essayer d'arrêter de masquer. Du coup, ça se confronte aux gens qui ont l'habitude que tu masques, ou aux gens que tu connais pas, mais qui s'attendent à ce que tu masques. Et en fait, tu te retrouves un peu face parfois aux mêmes difficultés que t'avais avant ton masking, mais en étant un adulte capable de mieux gérer la situation. Et il n'empêche que, enfin, moi, c'est même encore assez fréquent aujourd'hui, des moments où en fait je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens, pourquoi je le vis. Parce qu'il y a il y a plein de moments où je n'ose même pas dire les termes en fait. Je continue en fait à rester dans cette dimension-là où je suis en mode genre oui, bon, tant pis. Et en vrai, ça peut créer vraiment des dynamiques de merde hein, dans tes relations, tu vois, parce que, pour un milliard de raisons que vous pouvez facilement imaginer. Mais, mais genre, au-delà de votre propre réalisation à vous, tu vois, il y a vraiment ce truc. Et genre, parmi les relations, au-delà des relations amicales et tout dont j'ai parlé précédemment, c'est vrai que quelqu'un l'a mentionné, il y a aussi la relation avec les parents. Et ça peut être très compliqué, quoi. Parce que du coup, il y a quand même pas mal de parents qui sont très normatifs et qui du coup s'attendent à ce que tu aies une vie calée, cadrée, tout comme il faut. Et normalement, dans la société actuelle, en France, c'est vers 25-30 ans que tu es censé faire ça, quoi. Surtout quand t'as fait des études longues, etc., ce genre de trucs. Et les parents, ils ont du mal parfois avec ça. Ils ont du mal avec cette idée que, en fait, tu seras pas une employée de bureau, tu seras pas une salariée, tu vois. Rien que ça, tu vois, genre, c'est un truc qui peut faire vriller un peu, enfin, ce genre de truc. Mais et c'est des sujets qui sont tellement compliqués, et genre, moi, je me sens actuellement, genre, j'ai pas de réponse à vous apporter parce que moi-même, je suis face à ce problème, en fait, où, genre, je n'arrive pas à expliquer aux gens autour de moi parce que c'est trop flou, vague et c'est encore assez frais pour moi quand même que je suis en train de vivre cette période-là. Je sais pas comment l'expliquer aux gens sans avoir l'air d'être une meuf qui fait que se plaindre, sans avoir l'impression d'être une meuf qui, ouais, qui fait que se plaindre. Genre, il y a vraiment ce truc t'as le sentiment de prendre trop de place ou de trop en faire ou d'en demander trop aux gens. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et puis pareil, genre, je pense à des trucs, tu vois. Genre, par exemple, moi, avec mes troubles, du coup, moi, je suis autiste TDAH. Merci, oui, merci pour le sub. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc autiste TDAH, voilà. Très bon exemple de TDAH. Pourquoi je disais ça? Je sais plus du tout. Bon, bref, on retourne sur la vidéo. C'est intense comme moment. La conséquence de tout ce cumul, c'est un burn-out post-masking qui dure le plus souvent des années. Le retour Ouais! à un état fonctionnel satisfaisant suppose une rééducation du système nerveux. Ça passe par un repos sensoriel strict, une réduction du masking lui-même, une reconstruction du rapport au corps et aux autres, et, bien souvent, la dernière étape, c'est l'acceptation de son nouveau statut. Au bout du tunnel de la rémission, le but c'est pas de revenir au même niveau de dépenses qu'avant, mais c'est pas non plus de se dire que tout ça c'est fait. Ça, c'est vraiment le piège, hein. Parce qu'en fait, quand tu constates
ta perte de capacité, le premier réflexe que tu as, c'est de te dire je veux revenir à cette période de capacité. Parce qu'en fait, alors là je vole le concept de ça, et je m'en bats les couilles, parce qu'on réfléchit les choses dans ce qu'on appelle le paradigme déficitaire. Et le paradigme déficitaire, si je dis pas de bêtises, concrètement c'est l'idée de percevoir les troubles et de percevoir ces choses-là à travers des manques et des absences et des trucs qu'on enlève. Merci pour le sub. Et concrètement, genre, c'est ce que tu vis, toi, quand t'es autiste ou TDAH ou border ou bipolaire ou ce genre de truc. T'as vraiment ce sentiment de perdre en capacité par rapport à avant, quand tu masquais, ou de perdre en capacité par rapport aux autres gens qui n'ont pas ce même trouble-là. Et du coup, forcément, ton premier réflexe, c'est de te dire comment je fais pour faire en sorte de regagner ces capacités, de regagner ce truc-là. Sauf que la vérité, c'est que tu n'as pas perdu des capacités à faire des trucs. Tu t'es simplement rendu compte que ton environnement n'était pas adapté. Parce qu'en fait, concrètement, une personne autiste ou une personne TDAH, c'est pas une personne qui sera capable de faire moins que une personne qui serait valide, tu vois, ou qui serait neurotypique. C'est absolument pas le problème. Ces deux personnes, ils ont les mêmes capacités à plein de niveaux. Par contre, si tu les mets tous les deux dans la même société et que cette société, elle est adaptée que à la personne neurotypique, eh bien, tu vas constater que la personne neurotypique, elle performe beaucoup mieux que la personne neuroatypique. C'est logique, en fait. Ça me semble logique. Donc, en fait, toi, tu vas toujours percevoir le truc de ton point de vue, en tant que personne qui a, du coup, une sous-adaptation par rapport à la société. Donc, tu vas te dire, il faut que je me réadapte pour pouvoir retourner à ce niveau de compétence-là, plutôt que de te dire, en fait, le problème, c'est peut-être mon environnement. Peut-être que le problème, c'est que c'est pas que j'ai perdu des capacités, c'est que je ne peux plus exprimer ces capacités-là dans cet environnement-là, en fait. Tu n'as pas perdu quelque chose. Vraiment pas. Et il faut sortir du coup de cette idée-là, parce que sinon, ça vous donne vraiment... Enfin, comment dire ? Ça crée vraiment un paradigme dont on veut se débarrasser, y compris genre dans les trucs antipsychiatriques, où on réfléchit les choses en mode genre, oui, du coup, alors il y a les malades et les pas malades. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Genre, avoir un TDAH, c'est pas être malade, hein. C'est pas une maladie, d'accord ? La bipolarité, c'est pas une maladie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des trucs, genre, qui sont beaucoup plus liés à comment est-ce que la société fonctionne concrètement, sans vouloir faire la meuf marxiste de base. Mais explique ça aux validistes en mode tu fais pas d'effort. Bah, en fait, la vérité, c'est que les personnes ne sont pas validistes parce que c'est des mauvaises personnes validistes aussi. Ça va dans les deux sens. Parce qu'on devrait le savoir, parce que nous-mêmes, on est des gens qui avons beaucoup de validisme intériorisé, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est pas une... Tu vois, là, chez le Rux, ce que tu dis, tu vois, t'es en mode, genre, faut que t'expliques... Du coup, la solution, ce serait d'aller expliquer aux personnes validistes, une par une, comment être moins validiste. Ça, pour moi, c'est pas... Vous savez, je l'ai déjà beaucoup expliqué, c'est pas comme ça que je fais de la politique. Pour moi, on ne trouvera jamais de solution sur le long terme qui fonctionneront vraiment et qui modifieront concrètement la structure et qui régleront vraiment les problèmes en faisant de la morale individuelle. Oui, je sais que tu sais, mais j'explique. Et donc du coup, ça va pas être en allant expliquer aux gens un à un comment être moins validiste que, par exemple, les handicapés moteurs auront plus d'ascenseurs dans les différents endroits pour pouvoir exister, tu vois. Ça changera rien. Hein. Et c'est la même pour les troubles dans la tête, en fait. Hein. Ça ne changera rien. C'est comme pour les mecs. Genre, si les mecs, tu leur expliques un à un comment arrêter d'être sexiste, ça va pas résoudre le sexisme. Hein. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure à la personne qui me parlait d'insultes sexistes et tout, quoi. Genre, c'est pas parce que d'un seul coup, tout le monde arrête de dire des insultes sexistes, ou que d'un seul coup, tous les gens individuellement deviennent hyper basés sur les VSS, que les VSS vont s'arrêter. Sinon, ça ferait longtemps qu'il y aurait plus de VSS dans les collectifs féministes. Hein. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Genre, il faut réfléchir le problème de façon structurelle. Et c'est pareil pour les personnes qui ont des troubles psy. Et c'est pour ça que c'est une lutte politique, les gens. C'est pour ça que l'antipsychiatrie, c'est pas juste un truc de poseur, c'est pas juste un truc idéaliste, je sais pas quoi, machin. Non, non, non. C'est vraiment répondre à des questions concrètes, des difficultés concrètes qu'on est en train de vivre concrètement, parce que, justement, en fait, on est en train de vivre des violences et des difficultés qu'on aimerait arranger. Et on se rend bien compte, justement, que simplement expliquer aux individus un par un, ça suffira jamais. Et c'est là qu'on doit trouver des vraies solutions politiques et des vraies solutions structurelles. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être proposées par rapport à ça. Et d'ailleurs, il faudra qu'on fasse le tour à l'occasion des différents mouvements antipsychiatriques, de comment est-ce qu'ils font de la politique et de qu'est-ce qu'ils proposent. Ce serait très intéressant, je pense, de faire ça, genre. Ah, Fini, qu'on est oh bah on laisse les sous-titres, écoutez. condamné à vivre éternellement au ralenti et de faire moins de choses. Non, le but c'est de faire face à la conclusion à laquelle personne n'a envie de faire face, c'est celle qu'on est handicapé. C'est-à-dire qu'on va pas
va devoir faire moins, mais qu'on va devoir faire mieux. Beaucoup mieux. Et beaucoup mieux, c'est beaucoup d'apprentissage. Et c'est dur. Mais le résultat attendu, c'est une vie qui est pas pénible. Parce que oui, non, j'allais pas finir en disant bon courage et à la prochaine. Non. En fait, l'exemple que je donne tout le temps, c'est l'exemple des escaliers. Un coup sur deux, une personne qui est en fauteuil roulant, Je me fais... Ah ouais, j'ai quand même bien troisième œil cette vidéo, on est d'accord là. techniquement, elle peut monter Je suis dans ton crâne, Za, je suis dans ton crâne. des escaliers pour vous rejoindre au 3e étage. Je veux dire, ça va être dur, clairement, mais c'est pas pour rien qu'elle est en fauteuil roulant, y a pas de souci, mais 3 étages, ça le fait. Elle va s'épuiser, elle va s'écorcher les genoux, elle va se faire des bleus, elle va tomber, elle va se cogner, mais à la fin, elle finira par arriver en haut. Mais vous lui demandez pas ça. Elle vous attend en bas, et c'est vous qui descendez parce que vous êtes pas une merde. Je le sais parce que vous regardez ma chaîne. Bon, et bah vous, c'est pareil. Et vous pouvez passer du temps à... Ah, moi j'ai un sacré paquet de merde qui regarde ma chaîne. Hein. Putain, il y a quand même un paquet de sacs à merde en ce moment particulièrement qui regardent mes vidéos, je dois bien le reconnaître. Il suffit d'aller regarder l'espace commentaire par exemple sous la vidéo de Jean Portmanov. avec les gens, hein. Vous pouvez avoir une vie sociale épanouie, mais ça passe par réussir à dire aux gens « Désolé, je monte pas les escaliers ». Et vous pourrez être là pour les autres, célébrer des trucs, militer, aimer, faire de l'art, pas de souci. Ça sera probablement juste plus dur que pour les autres, parce que vous pourrez pas masquer tout le temps. Et ce sera sûrement à un autre rythme que celui des autres. Et Après quand même hyper pratique. Je pense que le vrai goal, true goal, autistic goal, tu vois, c'est d'être capable de plus masquer au maximum, mais de garder cette capa. Garder ce pouvoir en cas de besoin. Parce que mine de rien quand même, c'est vraiment ce petit couteau suisse qui peut être quand même fort pratique. En particulier quand tu as des trucs liés par exemple à l'administration française ou ce genre de dinguerie. C'est quand même bien d'avoir cet outil-là, quoi. Genre en fait, il faut... Je pense de la même façon que... tu sais, ça m'a apporté du positif à un moment, il faut que je remette en question le positif que ça m'a apporté. Il faut pas non plus que je le mette entièrement de côté, je pense. probablement aussi à un autre rythme que celui que les autres attendent de vous. Il faudra leur dire Mais après, moi, ce que je me dis, c'est que justement, si j'ai pas besoin de masquer la plupart du temps, notamment dans mes relations et tous ces trucs-là, tu vois, bah en fait, les moments où je vais devoir masquer, non seulement je sais le faire déjà, donc du coup ça fait que bah, c'est moins fatigant pour moi, mais surtout je pourrais beaucoup plus facilement le supporter puisque j'aurais pas à le faire le reste du temps, quoi. non, mais c'est comme ça que je fais moi. C'est mon rythme. Ouais, la tortue, elle survit super bien. Même très très longtemps, c'est stylé et tout, y a pas de souci. Mais vous savez que c'est les seuls reptiles qui peuvent pas se Ouais, c'est parce qu'elles ont pas les drogues. dilater pour ventiler leurs poumons. Et les autres reptiles, ils font tout ça. Et eux, ils sont obligés de faire des gestes à la con avec les abdos et les pattes pour faire circuler l'air. La carapace, ce que ça signifie pour les tortues, c'est que respirer, c'est une galère. C'est qui est un peu vrai aussi pour... Alors je sais pas si c'est vrai chez tous les autistes TDAH. Moi je me suis rendu compte assez récemment que mon rythme de respiration même était calé parfois sur mes pensées et que du coup ça fait que parfois je retenais longtemps ma respiration. Carapace, c'est le paradoxe de l'adaptation. Elle garantit la survie, mais elle enferme la vie dans une forme rigide. Elle rend possible la continuité de l'existence, mais au prix de la souplesse, du souffle, du lien, et au prix d'efforts colossaux et constants pour réussir à faire le moindre truc. Littéralement respirer. Mais nous, on n'est pas des tortues. J'oublie hyper souvent de respirer. Non mais le premier degré. On n'a pas à supporter cette forme de vie restreinte et comprise. Et tout le chat qui est à l'entièreté du chat qui relate à ce que je viens de dire. Genre j'avoue que je m'y attendais pas. Parce qu'on a des sociétés dans lesquelles on s'adapte aux gens pour qu'on puisse toutes et tous y vivre dedans, quoi. Enfin, et si vous êtes dans un des cas que j'ai décrits, vous en avez fait, vous, des trucs pour vous adapter. Parce que partout, tout le temps, sauf quand c'était pour vous, ça vous a toujours paru normal de vous C'est quoi ce bruit de con là? adapter. La reconnaissance de son propre handicap, c'est le début de l'auto-indulgence. Alors, le chemin, il est long, et il y a plein de personnes validistes qui vont lui faire obstacle, et qu'il faudra soit convaincre, soit combattre. Mais on va y arriver. Le plus dur, c'était de commencer. Voilà, et moi ma conclusion, qui n'est peut-être pas très accurate sur le plan biologique, peut-être que Phone-Cool va me taper sur les doigts. Mais ma conclusion, ça reste quand même que être une tortue, ça pue la merde un peu en vrai. Genre, la vérité, on va finir par s'étouffer quoi. Et puis en plus, vraiment, est-ce que vous avez vraiment envie que... je file la métaphore tortue, voilà. Une tortue quand elle a des bébés en plus, les bébés c'est pas forcément des gens, hein. Ça peut être vos projets ou ça peut être ce que vous faites dans votre vie. Et ben elle est même pas capable de s'en occuper correctement tellement c'est une merde. Genre, elle les fout dans le sable à genre
15 km de l'eau et elle la laisse faire une espèce de parcours du combattant entouré de mouettes carnivores qui tentent de manger les bébés pour tenter, et à la fin il en reste plus que quelques-uns, donc ça pue la merde. Tous les trucs que vous avez tenté de créer vont également mettre beaucoup plus de temps et vont continuer à mourir. Enfin genre il y en aura 1 sur 50 qui va réussir à finir par exister, exactement comme les bébés des tortues. Donc c'est de la merde. Donc sortez de votre carapace, parce qu'en plus, comme chacun sait, quand une tortue sort de sa carapace, ça devient un lézard, je crois. Donc devenez des dragons. Voilà, telle est ma conclusion. Dragon. From tortue sur le dos qui n'arrive pas à avancer, tout rouler un dragon. Faut rouler le dragon, faut être le dragon qui roule, quoi. Ah mais oui, c'est clair, moi je veux... Il y a le force femme, maintenant faut dragoniser. Faut qu'on dragonise. Voilà, c'est ça ma conclusion de la vidéo. Non, la vérité, plus sérieusement, au-delà des métaphores biologiques douteuses qui viennent sûrement de Pokémon d'ailleurs au passage, moi je capte, en vrai la vidéo parle bien, mais il faut vraiment qu'on trouve des solutions politiques, quoi. Parce que ça permet surtout d'établir un constat, et le constat, il peut être réglé, genre on peut commencer à faire des réglages dans notre petite vie. Ça c'est vrai, et c'est quand même, ça fout de l'espoir, et heureusement qu'on peut faire ça, tu vois. Heureusement qu'il y a ce truc là, mais ça reste ça un handicap, quoi. C'est-à-dire qu'au final tu vas devoir quand même faire 15 000 fois plus d'efforts pour à la fin pouvoir être à peu près sur un pied d'égalité avec quelqu'un d'autre. Donc t'es pas sur un pied d'égalité puisque tu t'es déjà abîmé dans tout ce que t'as eu besoin de faire pour être là où t'es. Donc c'est compliqué, quoi, et... Bahamut il est baisable comme Tiamat. Medoli valide complètement ce que tu dis. Bref, de toute façon c'est des sujets dont on va reparler. Moi on m'avait aussi envoyé une BD qui parlait pas mal des mouvements anti-psy. Et d'ailleurs, il y a eu les Mad Pride, je crois, qui ont été organisés un peu partout en France là récemment. J'ai pas pu couvrir l'événement du coup, puisque bannissement. Mais la vérité, ça m'intéresse trop, même si je trouve que c'est un peu gaze à plein de niveaux. Ah, c'est le bruit pour Tipeee, putain, d'accord. Merci pour les 10 euros. Merci pour les 10 euros sur Tipeee, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Le but, c'est pas d'être sur un pied d'égalité. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Il y a quand même une notion d'être un peu... de pas se sentir inférieur aux autres, quoi. Donc, il y a quand même une notion par rapport à ça. Mais oui, bref, de toute façon, du coup, on va étudier quand même un petit peu politiquement parlant, comment tout ça, ça se traduit, hein. Les gens, c'est un de mes thèmes principaux, hein, sur cette chaîne, de toute façon. Donc, évidemment qu'on va en parler. On va parler un peu de la Mad Pride. Fun fact, la Mad Pride n'était pas accessible, j'ai pas pu y aller. Exemple de PB qui avait à la Mad Pride. Non, puis surtout, moi, genre, ça faisait vraiment événement un peu trop dépolitisé, tu vois. Je suis désolé de le dire, mais et force à la meuf qui tenait le panneau. Mais lorsque moi j'ai vu des panneaux genre bisolaires, j'avais un peu envie de me tirer une balle. J'étais un peu en mode, ok, donc on est dans cette période-là. On est dans les moments où les prides gays avec des panneaux de merde. La période où il faut politiser le mouvement, quoi. Genre la période où les gens constatent qu'il y a un problème. Mais bisolaire, je pense que c'est par rapport à bipolaire pour dire de... franchement, je sais pas. Mad Pride de quelle vie, il y en a des mieux que d'autres. Oui, bah oui, je sais bien, mais justement, faudra qu'on... Et bisolaire, c'est par rapport à bipolaire, les gens, oui. Mais enfin, oui. Donc du coup, bon, écoutez, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Restez... N'hésite pas YouTube à t'abonner. Si tu veux pouvoir entendre plus de discours sur l'antipsychiatrie, n'hésite pas non plus, parce que évidemment, Za et moi, je pense que peut-être collaborer de temps en temps sur 2-3 petits trucs, quoi. Donc, allez, on s'abonne. N'hésitez pas à aller sur le Tipeee, parce que du coup, maintenant, il y a un Tipeee, vous pouvez faire des dons sur le Tipeee, c'est très bien. Voilà, et puis, kiss YouTube, j'ai dit. Re-YouTube, désolé, j'ai oublié de dire merci à Za, du coup, dans la capsule YouTube. Et j'ai oublié de vous dire d'aller vous abonner à la chaîne de Za. Au passage, et en plus j'ai fait une super métaphore encore mieux que les tortues juste après. J'ai dit merci pour cette vidéo, parce que cette vidéo elle fait du bien même si elle fait mal, exactement comme le BDSM. Voilà, c'est ma conclusion. Allez, je pars pour de vrai.